It's a lot of hard work, it's a lot of sweat and tears behind the scenes, teams over. We have some exciting action coming up at the FIBA Women's Eurobasket. Salut l'équipe, l'Eurobasket féminin continue et aujourd'hui c'est une petite pause que s'offre notre équipe de France avant d'attaquer les quarts de finale. On va prendre le temps de discuter de cette phase de groupe et aussi la perspective du match face au Monténégro. Comme toujours pour en parler, mon duo de choc, Erwan Abotrat à ma droite, Andy Miam à ma gauche. Comment ça va Andy ? Très très bien. Oui. Ouais. Oui, t'as vu une première semaine de compétition intéressante ? Oui. On peut dire ça comme ça. Un sourire, des fois, vaut plus que 1000 mots. Hein. Non, mais en tout cas, satisfaisant du côté de la France parce que voilà, on est en quart et c'était l'objectif déjà, j'ai envie de dire, d'arriver à ce niveau. Satisfaisant dans les résultats, Erwan. Hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire. 3 victoires en 3 matchs. Voilà. Oui, voilà. Hein Didier Deschamps dirait que c'est bien. Mathématiquement, effectivement, on est sur 3 victoires en 3 matchs. C'est important dans le sport de haut niveau, dans des compétitions comme ça, très courtes. Il faut gagner pour passer à l'étape suivante. C'est ce que les Françaises ont su faire. Maintenant, on fait un sport où aussi il faut analyser le fond. Et sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire. On peut même dire, en tout cas moi je le dis, qu'il y a une forme d'inquiétude. Voilà, on a sur ces 3 matchs-là, même quand on est quasi sûr d'être qualifié après les 2 premiers matchs, je trouve qu'on n'a pas réussi à se libérer, qu'on n'a pas réussi à trouver un fond de jeu. Sur les 3 matchs, on n'a pas eu une prestation vraiment maîtrisée. Et c'est ce qui amène pas mal de points d'interrogation par rapport à ce futur quart de finale face au Monténégro. On va prendre le temps d'en discuter, bien sûr, les 3 matchs qui se sont écoulés, puis la perspective du quart de finale. Je le disais, on va regarder d'ailleurs le tableau, le quart de finale, ça se déroulera sur toute la journée de jeudi. Ça commencera à 12h15, ça finira à 20h45 avec le Espagne-Allemagne en haut à gauche, qui affrontera donc le vainqueur entre la Hongrie et la République tchèque. Tu en parlais de la Hongrie, on peut en dire un mot dans quelques instants. Du côté de l'équipe de France, donc Monténégro-France et Belgique-Serbie. Donc à part l'Italie, battue par le Monténégro, tous les favoris sont là, Andy. Ouais. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est pas après ce que je te pose. À part l'Italie qui voulait me faire mentir, mais non, sinon oui, tous les favoris sont là, à voir comment ils vont évoluer suite à ces quarts. Bon, écoute, Ce qu'on peut dire aussi rapidement, c'est que oui, la France a été en difficulté dans le jeu, comme 3 quarts. Toutes les équipes. À part la Belgique, Voilà. peut-être. À part un peu la Belgique, toutes les équipes, Espagne, Serbie, notamment, et la Hongrie aussi, on peut dire qu'a survolé. Tous les grands favoris ont été en difficulté aussi dans le jeu. Hein. De toute façon, oui. on peut le dire vite fait comme ça, on est déçus pour l'instant du jeu, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure. Au global, dans cette compétition, les salles sont vides en Slovénie et tout ça. On a vu passer cette stat incroyable, 6% d'affluence sur l'Eurobasket, c'est une stat catastrophique et même seulement 100 supporters étaient présents pour France-Grande-Bretagne. Donc là, c'est des stats quand même terribles. Tu as joué des Eurobasket, ça a rarement été comme ça quand même, rassure-moi. Ouais, non, rarement. Donc je suis un peu triste pour les filles parce que c'est sûr qu'on préfère jouer devant dans des salles pleines. Un peu triste aussi pour le basket féminin, j'ai envie de dire en général, parce que ça reste quand même un gros événement, un Euro, et voilà, que ce soit pas suivi comme ça, c'est un peu triste, c'est dommage. C'est un peu triste, c'est pas grave. Nous, on est là pour vous donner le sourire, pour vous donner de la joie en ce mercredi. Et on va se plonger tout de suite sur l'équipe de France parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Some exciting action coming up at the FIBA Women's Eurobasket. Erwan avait une excellente blague. Alors, quel est-il, du coup ? Ouais, moi, ça me rend triste, pareil, de voir qu'il y a plus de monde devant l'avant-première d'Astérix et Obélix que dans les salles de basket pour l'Euro féminin. Mais une blague qui arrive 2 minutes après, en général, elle fait plouf. C'est vrai qu'elle est excellente, hein ? Ouais, Bravo pour les auteurs, en tout cas, Erwan. Hein. Elle fait plouf, mais elle ne joue pas parce qu'elles sont canadiennes. Et c'est Ouais, des joueuses. et c'est 2-3 Hommage au basket féminin. Vous avez compris, on est clairement dans le haut niveau. On va quand même essayer de parler de basket, plutôt que de faire des calembours. Et regardons ensemble donc les 3 résultats de l'équipe de France sur ce début de compétition. Donc victoire de 8 points, 58-50 contre l'Allemagne, c'était entrée en lice. Contre la Grande-Bretagne, on le disait devant 100 personnes, terrible, 63-57. Et l'équipe de France, dans son dernier match, alors qu'elle était qualifiée, les filles se sont imposées dans ces matchs de poule. On va aller bien sûr sur l'aspect global, puis aussi dans le fond. Je me souviens qu'il y a quelques jours, on se posait la question du contenu de ces matchs, quelle était l'identité de cette équipe. On parlait de polyvalence, on parlait d'un côté physique. Qu'est-ce que tu as vu, d'abord les bonnes choses, qu'est-ce que tu as vu de bien dans cette équipe de France, Andy ? J'ai vu que déjà je pense qu'il faut vraiment noter le fait qu'on ressort avec 3 victoires. Alors certes, le jeu, je pense qu'il n'était pas aussi huilé qu'on a pu le voir durant la préparation. Néanmoins, on arrive quand même à s'en sortir avec 3 victoires. Et à part la Belgique,
On est la seule équipe à avoir réussi ça. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Je me dis aussi que c'est une qualité, c'est une grande chose de réussir à gagner ces matchs malgré le fait qu'on ne soit pas forcément dans un jeu bien huilé et dans lequel on arrive à dérouler, dans lequel on se sent bien. C'est pas négligeable. Donc c'est vrai que si on devait faire ce genre de match-là jusqu'à la fin et être championne, bon, on prend. Dans le sport de haut niveau, on dit clairement, ce qui compte, c'est de gagner. La manière importe bien sûr, mais elles ont validé le ticket. C'était la première chose à faire. Ouais. Non, mais c'est la première chose à faire. On peut aller un petit peu plus loin dans les choses positives. Moi, j'ai vu quelques séquences, pas quelques, un peu plus même que quelques. J'ai vu des séquences défensives très intéressantes. C'est quand même une équipe, quand elle a envie. Malheureusement, c'est pas très régulier, mais quand elle a envie, elle met des pressions défensives. On voit qu'elle est capable de faire reculer les adversaires. On les voit gagner beaucoup de ballons sur les overplays. On voit que quand elles sont capables, sur des séquences, d'imposer défensivement, et là on retrouve la patte Jean-Aimé Toupane, ces fortes défenses où on coupe les lignes de passe sur les ailes, on met une forte pression sur la balle. Marine Fautoux et Romaine Bernès font très bien ça. Et à l'intérieur, pareil, on est très bien sur les overplays. On arrive à gagner des ballons. Le problème derrière, c'est que ces ballons gagnés, la plupart du temps, ça finit en touche ou en ballon perdu et on est censé, c'est annoncé par Jean-Aimé, jouer small ball. Et je trouve qu'on ne maîtrise pas du tout la transition offensive. Je trouve, et alors que quand tu veux jouer small ball, au contraire, c'est quelque chose que tu dois maîtriser. Ballon gagné, boum, on remplit les colonnes, on fout les balles dans l'aile, on court. Et là-dessus, on a vu très peu de situations de ballon gagné défensivement validées sur de la transition offensive. Ça me pose un problème. Comment ça me pose un petit peu un problème. Andy, parce que à ce niveau de compétition, on n'apprend pas aux joueuses à jouer la transition. Alors ça vient d'où du coup? Est-ce que c'est le coach? Moi, je crois que ça, par contre, j'ai pas joué au niveau d'Andy, mais c'est pour ça que je lui pose la question à elle. La transition offensive, c'est un truc qui se travaille tout le temps et tous les jours. Okay. C'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille, même en club, on continue de le faire. Enfin, surtout quand ça fait partie de l'identité qu'on veut avoir. C'est des choses qu'on doit travailler parce qu'il y a des espaces de course qu'on doit utiliser et pour que on se télescope pas, pour qu'on sache où trouver les joueuses. Maintenant, je pense que la transition, elle est un peu à l'image de notre jeu, de notre de ce jeu qu'on a du mal à laisser partir, on a du mal à se lâcher. Donc forcément, c'est toujours un petit peu haché. Voilà. Ça, c'est sûr que les matchs sont hachés. Hein. Le premier match, alors le 58-50 contre l'Allemagne, là vraiment, on se demandait où est-ce qu'on était tombé. Tu me disais que c'était un match de prépa, je te croyais, hein, très honnêtement. Et on en revient beaucoup au fond de jeu, mais c'était déjà le cas l'année dernière, à la Coupe du Monde. On comprend pas quelle est l'identité de cette équipe. Tu parles de défense, tu as raison, mais quand tu défends, tu as envie de courir. Tu parles de small ball, on le ressent pas, en tout cas, dominant dans cette équipe. J'ai encore du mal à comprendre quelle est l'identité de cette équipe. Il y a beaucoup de changements aussi sur différents postes hyper importants. Non mais je t'écoute, oui. Mais bien sûr, au bout d'un moment, il y a des jeunes joueuses qui sont là. Je pense à Jeannelle Salin qui est introduite dans le 5 et qui honnêtement te dit oula, on va pouvoir vivre pendant 10 ans avec des joueuses comme ça parce que tu sens un talent incroyable. Même si je pense que ce qu'on voit d'elle, ce qu'on verra dans 2 ans, ça sera x5, x6. Mais maintenant, moi je me calque qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'été où on fait vice-champion d'Europe et on fait médaille à Tokyo, il manque Andy Miem, capitaine à l'époque, il manque Marine Johannes, il manque Gabby Williams. Mais au bout d'un moment, vous pensez qu'on remplace des gens comme ça? Donc moi, je sais pas en fait j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de transition où on veut mettre des jeunes, mais en même temps on veut être ambitieux, mais on se dit pas. Et je pense que dans l'identité qu'on veut aussi sur le terrain, mais je pense que l'identité hors terrain de ce qu'on veut faire avec cette équipe de France-là, elle est floue aussi à ce moment-là. Elle est floue là-dedans, en fait, la transition. C'est pour ça que moi, je comprends pas trop qui est l'identité de cette équipe, mais sur et en dehors du terrain. Après, je pense qu'on en revient aussi à ce dont on parlait, le vécu collectif. On en a assez peu au final. Donc, ces automatismes, ça se trouve pas comme ça. Il faut avoir du temps pour travailler, du temps pour comprendre comment les autres fonctionnent, pour comprendre comment le coach veut qu'on fonctionne. Donc, je pense que ça, effectivement, il va falloir du temps, il va falloir de la pratique, des entraînements. Et là, c'est ce qu'on disait, qu'il va falloir apprendre vite. Et je pense que la compétition fait partie de l'apprentissage pour cette équipe et cet effectif. Parmi les choses positives, on peut
sortir quand même les joueuses et ce panel de polyvalence, je parlais de ça, tout le monde est capable de scorer. Alors vous allez voir en tableau qu'on a beaucoup de scoreuses, ça monte pas très haut, hein. C'est Valérie la meilleure scoreuse avec la seule joueuse à plus de 10 points. D'ailleurs vous voyez que Iliana, dont on parlera dans quelques instants, ne fait pas partie des meilleures scoreuses de cette équipe, et pour cause, hein, on sait qu'elle s'est blessée sur le dernier match. Ça c'est quelque chose de positif aussi, on peut le dire, ou est-ce que à contrario, on pourrait dire ça manque de leader dans cette équipe. On aurait peut-être aimé avoir 2 ou 3 joueuses à plus de 10 points et une hiérarchie plus claire. J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où je pense que si on regarde sur toutes les dernières années en équipe de France, ça a toujours été, je pense, le collectif, la force de l'équipe de France. Alors oui, on a pu avoir des joueuses qui étaient un petit peu plus haut au niveau du scoring notamment, mais globalement, c'était toujours à peu près comme ça, et ouais, ça a été assez rare qu'on ait une joueuse qui se retrouve avec 20 points de moyenne. Donc non, je pense que ça fait partie de l'identité de l'équipe de France au final. Ouais, tu dis quoi toi ? Oui, ça peut être une force. Toujours pareil, les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Ça peut être une force. Moi, quand je regarde les matchs, j'ai pas l'impression que c'est une force. C'est ça la réalité des choses. Disons qu'il y a pas beaucoup de points forts. Voir plusieurs joueuses comme ça être capables de marquer entre 6 et 10 points, ben, c'est très bien. Mais quand je regarde les matchs, en fait, j'ai l'impression que il y a souvent quelqu'un qui sort du bois pour dire ouf, enfin, il y a quelqu'un qui va mettre quelques paniers. Et de match en match, on ne retrouve pas cette hiérarchie ici. Pour moi, la plus régulière dans le scoring, c'est Valériane, et la plus régulière pour remplir les fiches, c'est Sarah Michel. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'on utilise quand même Sandrine Gruda un petit peu plus, quand même. On parle de cette alternance. Alors, elle est souvent trappée, notamment sur les défenses de zone, mais j'aimerais quand même bien qu'on aille chercher Sandrine Gruda beaucoup plus souvent, qu'elle soit elle aussi un petit peu plus agressive. Qu'elle provoque des fautes, même si ça laisse un peu jouer. Mais voilà, qu'on s'appuie sur des entrées de système, sur des valeurs un peu plus sûres. Là, j'ai l'impression que d'une attaque à une autre, on joue jamais le même play. Tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec le fait que, ouais, effectivement, peut-être ça pourrait être bien de trouver Sandrine un petit peu plus, parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'elle avait les ballons, au final, elle a réussi à soit tout simplement dominer les adversaires, soit à trouver des passes en ressortant pour avoir des shoots ou des réattaques. Donc ça pourrait être une clé. Après, je me dis que ça peut être aussi bien d'avoir cette diversité, d'avoir toutes ces personnes qui sont capables de scorer, parce que du coup, ça nous rend peut-être un peu plus difficile à scouter. Parce que d'autres équipes, on sait que si on se concentre sur telle ou telle joueuse, ça va être... Le scouting, difficile ou pas, hein, moi je vois que des 3 équipes qu'on a jouées, elles ont dit on va pas s'emmerder. Hein. Zone dimanche matin. Retour de soirée, t'as dormi 3 heures, 2-3, peinard. Hein. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc le scouting, quelque part, c'est pour ça que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est que moi, je vois que cette équipe, en fait, toutes les équipes ont fait zone et elles nous ont contrariés, pas qu'un peu, sur de l'attaque de zone. Et honnêtement, c'est pas des 1-3, un match-up où ça va trapper à droite à gauche. Hein. C'est de la 2-3 de base. Hein. Ouais, clairement. On peut encore regarder les images. Hein. Bien sûr, merci à la FIBA de nous envoyer ces magnifiques images de cette compétition. On va regarder les stats de Sarah Michel, on en a parlé tout à l'heure. Parmi les certitudes, une des vétérans de cette équipe de France. Capitaine. Et capitaine, bien sûr, on regarde ses stats, elle a le meilleur éval de l'équipe à 13,7. On rajoute à ça aussi 2 interceptions par match, des pourcentages surtout à 3 points, plus qu'intéressants. Heureusement qu'on a quand même 2-3 copines là qui sont au niveau, et Sarah Michel en fait partie. Ouais, clairement. Moi, je me dis, c'est ouf de se retrouver avec la meilleure éval à 13-7, avec 6 points marqués. Ça montre vraiment le volume de jeu de Sarah. Elle est présente dans tous les secteurs. Et ça, c'est vraiment une de ses forces. Et je pense que c'est vraiment un atout pour cette équipe de France. Au-delà de ça, je pense qu'elle apporte aussi de la sérénité à des moments où ça peut être un petit peu plus compliqué, où on sent qu'on ne sait pas trop dans quel sens le jeu doit aller. On fait rentrer Sarah Michel, déjà elle va nous faire 2-3 interceptions, elle va monter en défense et elle va savoir où mettre les ballons au bon moment. Très bien, Sarah Michel, certitude, rien à dire ? Oui, très bien. Après, elle sort du banc, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça permet justement d'amener, de maintenir un certain niveau ? Moi, je me pose la question, j'arrive toujours pas à y répondre. C'est vrai que sur le banc, on a quand même Alexa Chartereau, Valériane Ayayi et Sarah Michel qui sont potentiellement les 3 meilleures joueuses de ce tournoi pour l'instant, t'as raison. De l'Euro. Donc c'est pour ça on en est dans. Est-ce que c'est bien d'avoir un banc profond comme ça, avec Berniès aussi qui amène beaucoup de jus, vraiment chaque fois qu'elle rentre. Alors il y a des fois des ballons un peu foufou, mais au moins elle amène de la sauce.
Et en même temps, est-ce que tu veux pas commencer avec un 5 majeur un peu plus fiable? Parce que c'est vrai que nos entames de match sont rarement bonnes. Sont rarement bonnes. Parlons vite fait des choses qui fâchent, entre guillemets. On va parler d'Iliana Rupert. Vous allez voir, si vous n'avez pas vu qu'elle s'est blessée, on va regarder l'action ensemble. Pendant que, voilà, d'abord les stats si tu veux, comme tu veux mon Tom. Mets-nous les stats sur les 2 premiers matchs et surtout vous avez regardé la ligne des temps de jeu. Bien sûr, dans le basket FIBA, on sait qu'on joue autour de 20 minutes. Mais Iliana n'a joué que 18 minutes, entre guillemets, contre l'Allemagne et c'est son meilleur temps de jeu. 12 contre la Grande-Bretagne et 9, elle est sortie sur blessure. Cette blessure donc que nous allons regarder ensemble, c'est un vrai coup dur. Disons-le, on l'annonçait comme l'une des leaders de cette équipe. Dans le jeu, elle n'est pas tant leader que ça, on regarde le truc. Elle a passé une IRM, finalement ça a l'air d'aller, hein, c'est pas très grave, à voir si elle tient sa place en quart de finale quand même. C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Messieurs, dames, pardon, madame et monsieur, un mot sur la phase de poule d'hier, Erwan? C'est... faut être bon. Moi, j'étais très, très enthousiaste, peut-être trop, à l'idée de l'avoir associée à Sandrine Gruda. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Iliana Rupert, Sandrine Gruda, ensemble, ça peut pas marcher. C'est 2 joueuses à qui il faut la balle, c'est 2 joueurs scoreuses, c'est pas 2 grandes passeuses, je dis pas qu'elles peuvent pas le faire, hein, ressortir des ballons, tout ça, mais c'est des joueuses, que ça soit Iliana ou Sandrine Gruda, qui n'ont jamais été aussi fortes, entourées d'une poste 4, d'une vraie poste 4, passeuse all-around. Alexia, quand elle rentre, par exemple, amène ça. Toi, tu as amené ça pendant des années autour de Sandrine, et avec Iliana à Bourges aussi. Donc, cette association-là, pour moi, ne marche pas. Et je trouve qu'on n'amène pas les outils pour qu'elle marche aussi. Quand je vois l'utilisation, les minutes d'Iliana Rupert avec la saison qu'elle sort d'Euroleague, je vous invite à aller voir des stats, elle a fait des matchs à 30 pions, c'est pas parce qu'elle arrive en équipe de France, dans un Euro bien plus faible en termes de niveau que ce que l'Euroleague féminine peut proposer tout au long de la saison. Je m'interroge sur le staff de se voir est-ce qu'on arrive vraiment à bien utiliser cette fille-là. Quand je vois l'année dernière la Coupe du Monde, alors oui, elle arrivait blessée, fatiguée de sa longue saison, certes, mais elle a été peu utilisée. Là, elle prend 18-12, puis elle se blesse. Elle est quasiment que dans un spot-up shooteuse du coup. Alors elle peut le faire, mais elle peut faire bien d'autres choses. Voilà. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je m'interroge sur l'utilisation d'Iliana. Alors, avec Sandrine, ça marche pas, mais on peut faire d'autres formules. C'est ça la beauté du basket. Et je trouve que finalement, elle est un peu sacrifiée. Elle n'est pas cadeau cette question, Andy. T'es pas obligé d'y répondre hein, si tu veux. Non, mais honnêtement, c'est compliqué. Non, mais des scoreuses comme Sandrine ou Iliana, c'est bien de mettre des postes 4 qui amènent d'autres choses. Voilà, elles ont besoin de ça. C'est ça, des duos, l'alchimie, des choses. Là, on a 2 joueuses qui, finalement, n'arrivent pas à se trouver. Je dis pas qu'il y a rien entre elles. Elles sont, tout le monde c'est pas le même. Il y a des joueurs qui tu t'entends mieux avec certains que d'autres. Voilà, parce que Iliana est d'abord, avant tout, une grosse scoreuse et Sandrine, avant tout, est une scoreuse. Voilà. Ok, donc pour l'instant on est un peu déçus, disons-le. On espère qu'Iliana pourra tenir sa place pendant ce quart de finale. Le quart de finale, on va se projeter tout de suite parce que ça va être intéressant. Tu parlais du Monténégro tout à l'heure qui a fait une énorme performance en se qualifiant dans ses barrages face à l'Italie. Écoutez, c'est le moment d'en parler. Le quart de finale aura donc lieu jeudi. Hein. On ne manque pas ça sur beIN Sport, les amis, et aussi peut-être sur France Télé aussi d'ailleurs. Regardez les cotes. La France est largement favori sur ce match jeudi 18h face au Monténégro. D'abord, avant de se projeter sur les duels, on va parler du Monténégro qui a surpris tout le monde en se qualifiant contre l'Italie. L'Italie était censée... En tout cas, aux yeux de nos experts, passer... on regarde leur parcours. Hein. Donc, victoire contre la Grèce, défaite contre l'Espagne, c'est pour ça qu'ils ont fini 2e, et victoire contre la Lettonie. Et donc, ce match contre l'Italie, où, honnêtement, les Italiennes n'ont pas du tout existé. Hein. Ah non, mais c'est ça ce que j'allais dire, c'est que le Monténégro, même si elles n'étaient pas favoris, elles ont massacré les Italiennes. Hein. Dans l'intensité, dans la dureté à l'intérieur. Elles leur ont fait mal. Elles leur ont vraiment fait mal. Et j'imagine qu'on imagine que l'équipe de France a regardé ce match-là, mais il va falloir être prêt au combat. Moi, c'est la première chose qui me saute aux yeux, c'est que cette équipe-là, c'est une équipe qui joue très, 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 très dur et à l'intérieur, avec notre fameux small ball, il va falloir être prêt à un vrai combat. Ouais, c'est sûr. Pour le coup,
J'ai regardé le match et j'avais un petit peu mal pour l'Italie parce que rien ne rentrait. Zandalassini, ça a été très compliqué. Zandala fini là pour le coup. Hein. Ça a été très compliqué pour elle toute la rencontre. Et oui, effectivement, le Monténégro était là. Elles les ont pas laissé respirer aussi, quoi. Donc oui, va falloir être attentive. Je pense qu'on est effectivement favorite, mais attention. On va regarder ensemble les joueuses majeures de cette équipe, puisque Natacha Mack est la meilleure scoreuse. On parlait tout à l'heure des perfs au point. Bah, voilà une fille qui était à presque 15 points par match et qui honnêtement a dominé cette première partie de tournoi. On va s'arrêter sur elle. C'est un poste intérieur, elle est grande, elle est costaud. C'est une vraie joueuse, il va falloir s'en occuper, Andy. Ouais, clairement, va falloir être très vigilante sur elle, notamment au rebond. On a vu qu'on avait pu être en difficulté là-dessus sur le début de compète, donc là-dessus, elle excelle vraiment à ce niveau-là, donc il faudra vraiment être vigilante pour éviter qu'elle redonne des deuxième voire troisième chances à son équipe. Et voilà un petit mot sur elle, vraiment un profil de grande comme ça. Est-ce qu'on a les armes? Vraiment, c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on a les armes pour défendre sur une pivot comme ça? Bon, Sandrine, hein. Moi, pour moi, la première qu'il va falloir s'envoyer là-dessus, c'est Sandrine. On sait que Sandrine est une défenseuse féroce et qu'elle aime relever ce genre de challenge. C'est bien, elle le fait depuis qu'elle a 12 ans. Donc, je pense que là-dessus, on a. Mais on sait que pour limiter une joueuse comme celle-là, il va falloir être plusieurs, il va falloir se relayer dessus. On va voir les options défensives et collectives que va mettre en place Jean-Aimé. Mais c'est sûr que là-dessus. Moi, je vois Sandrine, et c'est vrai que derrière, si Iliana est potentiellement blessée. Et c'est pas son fort de défendre c'est pas sa qualité première. Valériane. Alexia, Valériane, elle va quand même souffrir sur la puissance physique, parce qu'on voit que c'est une fille qui part de loin, mais qui est puissante aussi. Donc c'est une bonne question, j'ai l'impression. Ouais, comment on va défendre sur elle? Alors peut-être venir donner des aides, venir fermer très vite, collectivement. Ok. Tu veux revenir un truc ça, sur le schéma défensif qu'on peut imaginer contre elle? Non, mais effectivement, je pense que Sandrine, déjà, c'est une bonne option. Et puis, après, oui, c'est sûr que si on commence à rentrer dans les rotations, on pourra peut-être être impacté par sa taille, par son poids, voir sa vitesse face à certaines. Donc, dans tous les cas, il faudra céder. Hein. Ce ne sera pas une défense qu'un contre un. Il va falloir venir aider, venir fermer les espaces, histoire de la forcer à passer ce ballon. Ok, très bien. On a vu donc... pour elle, on va regarder les stats collectives parce que ça c'est intéressant, tu parlais du rebond et on est vraiment en galère sur ce secteur du jeu. Regardez donc les points par match, il y a 16 équipes dans le tournoi, on est 10e en termes de points et le Monténégro est 12e. En termes de rebond, attention, on prend 32 rebonds par match, on est 15e, avant-dernière équipe de cette compétition, là où le Monténégro est la deuxième meilleure équipe du tournoi. J'ajoute à ça les passes D. Pour le coup, nous, on produit beaucoup plus de passes dans nos matchs. La clé du match, Erwan, voilà, c'est pour ça qu'on parle de Natacha Mack, c'est qu'il va falloir verrouiller ce fameux rebond. Comme une stat qui fait... c'est une stat qui pique vraiment parce que la promesse, c'est de jouer small ball. Donc small ball, évidemment, tu joues plus petit, hein, comme son nom l'indique. Donc forcément, au rebond, il faut y aller à 5, on connaît, mais quelque part, si tu es plus petit, tu prends moins de rebonds. Moi, je veux bien qu'on accepte de prendre moins de rebonds si derrière, on arrive, et je l'ai dit tout à l'heure, à valider autre chose sur du jeu rapide. Le problème, c'est que non seulement tu souffres au rebond, mais que derrière, dans le jeu rapide, tu sanctionnes pas non plus. Donc en fait, tu es perdant. Encore une fois, tu es perdant sur beaucoup trop de tableaux là-dessus. Donc après, ça va être la vérité d'un match, ça va être un quart de finale. Tu n'es plus qu'à 3 matchs d'un titre européen. Donc peut-être que dans les esprits, ça va se lâcher un petit peu. Peut-être que le fait de jouer un match à élimination directe, ça va aussi libérer, d'une certaine manière, libérer les filles, qui avaient une vraie pression sur les poules. Mais en tout cas, voilà, il va falloir verrouiller ce rebond-là, même si je pense qu'on ne va pas dominer. Mais par contre, derrière, si on perd la bataille du rebond, il va falloir les punir ailleurs. Et c'est là qu'il va falloir être plus inspiré pour moi. On a décidé de jouer small ball, donc on ne va pas s'inventer, on ne va pas sortir une fille de 2,03 m. Attends, ailleurs, c'est quoi? Sur la course et sur l'adresse? Ouais, c'est ce que je comprends, moi. Interception, sur les ballons gagnés, la course et le jeu rapide. Il faut les faire courir, ces filles-là. Il faut les faire courir. Faut les faire courir. On peut aussi ouvrir le petit dossier Marine Fotou, qui pour l'instant passe à côté de son tournoi. Ça arrive, on adore Marine. Mais c'est aussi une fille de caractère qui a beaucoup d'orgueil. Moi, je ne l'imagine pas faire un 4e match consécutif comme elle l'a fait en phase de groupe. Là, c'est son moment.
Mais je lui souhaite en tout cas, je lui souhaite parce que je pense que c'est très frustrant d'être, parce que pour moi c'est clairement un manque de réussite là, parce qu'elle prend des shoots qu'elle met tous les jours durant la saison et là ça rentre pas donc voilà, je lui souhaite d'être un peu plus en réussite, mais surtout de continuer à shooter, de continuer à être agressive et en espérant que ça tombe dedans. Mais clairement, la connaissant et vu qu'elle est sans pression, voilà, elle va continuer d'essayer, elle va continuer de jouer sans se prendre la tête. Donc je lui souhaite des paniers. Rassurez-moi, on passe le quart là. Oui. Oui, on est grand favori, on l'a vu. Moi, je peux te dire, moi, les équipes de France, quoi qu'il arrive, je te dirais toujours oui, mais même contre Team USA, mais parce que ça, c'est notre chauvinisme. Mais pour revenir à Marine Fotoux, les Ricains, ils adorent dire les shooters doivent shooter. Alors, je te dis pas qu'elle doit shooter en première intention tous les ballons, mais par contre, on va reprendre de la défense de zone. Et clairement, Marine est, avec Alexa Charterot, l'une des meilleures shooteuses de l'équipe. Et Marine, dès quand c'est ouvert, après un travail de 10 secondes, 15 secondes, il faut qu'elle envoie. Il ne faut même pas qu'elle se pose de questions. Ça a l'air compliqué. Peut-être que les nouvelles consignes, peut-être que le fait de l'organisation nouvelle, où elle est concentrée beaucoup là-dessus. Elle était très bonne à la Coupe du Monde, hein, pour le coup. C'est vrai. Après, elle est peut-être un peu cramée de sa saison aussi, parce qu'à Basketland, elle prend quand même beaucoup de temps de jeu. Mais voilà, c'est la meneuse titulaire, on connaît tout son talent et c'est tout à fait le genre de match que Marine Fotoux aime bien pour lancer son euro. On y croit. Complètement. Alors du coup, victoire de l'équipe de France, vous me donnez un petit écart, un truc, est-ce que ça va être facile ou est-ce qu'on va souffrir à 19h30 là, au bout du Rolex jeudi soir? J'ai envie de dire, soit on va souffrir, soit on va les éclater. Ok. Mais je pense que si on arrive vraiment à retrouver un petit peu cette légèreté, à développer un petit peu notre jeu, tous les jours, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est du 5 jusqu'au banc, on doit les éclater. Maintenant, ça reste aussi un quart de finale, c'est toujours un peu particulier. Donc ça peut être aussi très serré parce qu'on voit depuis le début de compétition, on est un petit peu... marge. Voilà. Donc j'ai très bien répondu à la question. T'as très bien répondu. Soit on écarte l'équipe de France, c'est ce qu'on souhaite, soit on va souffrir et si on souffre, si à Money Time, t'as raison, c'est un quart de finale. Mais on gagne quand même. Tout est possible. Je souhaite qu'on gagne parce que la demi-finale sera samedi et il y aura une finale dimanche et nous on se retrouvera lundi pour faire un débrief de tout ça. Donc j'espère qu'on va ramener une médaille et de préférence en or. Hein. Tant qu'à faire, on se déplace jamais pour rien. Même si on va revoir le petit bracket, vous allez me donner vos petits ensemble, là, vos petits pronos pour savoir ce qui va se passer. Allemagne, Espagne. Qui gagne? Espagne. En un mot, Espagne ici. Ouais, Espagne. Espagne. Dans l'autre quart de finale du côté gauche. Donc la République tchèque joue contre la Hongrie. Hongrie. Ok. Donc Hongrie, Espagne qui va en finale. Hongrie. Ok, on reste sur la Hongrie ici. Elle est dure celle-là. Chaud. Allez. Allez-y. Ouais, c'est dur. J'ai envie de dire Hongrie. Ok, mais Hongrie, pas très sûr, bien. hein. Non, oui, on a bien compris que c'était difficile. On va voir, ce sera sûrement le meilleur, une très grosse demi-finale qu'on pourrait voir entre l'Espagne et la Hongrie. C'est vraiment parce que j'ai envie que les Espagnols se fassent. Ouais, moi aussi, je te rassure. Les Belges vont gagner contre les Serbes, vu le niveau des Serbes. Oui. On a été plutôt inquiets. La France devrait passer, donc on jouerait contre la Belgique. Alors je vous pose la question à $1 million, mais les Belges font une énorme impression et c'était l'équipe favori. Franchement, si on fait une demi contre la Belgique, là, il n'y aura pas d'écart, etc. On parle limite outsider, non? On a plus de profondeur que les Belges, vraiment. Ouais. Par contre, c'est une meilleure équipe de basket aussi. Donc par contre, elles ont trois joueuses de très haut niveau et on l'a vu là sur les phases de poule. Donc les Belges, moi je suis pas loin. Ça sera du kiff bourricot. Ça sera une demi-finale face à nos meilleurs ennemis. La plupart avec Julie Vanou et Julie Allemand qui jouent en France les deux. Donc tout le monde se connaît. Rachid qui coach Villeneuve d'Ascq et tout, donc voilà, ça va être un bon Rachid, hein, c'est une petite dédicace à Steph, mais écoute, moi c'est la demi-finale que j'ai envie de voir en tout cas. Écoutez, on espère qu'on jouera contre l'équipe de Belgique en demi-finale, ça voudra dire que le quart se sera bien passé. Donc je le disais, hein, jeudi 18h sur Beansport, peut-être sur France Télé aussi, il faut vérifier parce qu'à partir des quarts, ça passe aussi en public, donc n'hésitez pas à checker sur les réseaux sociaux les équipes de France, sinon c'est sur Bean, sans aucun doute. Jeudi 18h en Slovénie. Voilà pour cette petite preview des quarts de finale. On va suivre bien sûr cette compétition ensemble et on se retrouvera lundi en espérant avoir une belle médaille. Merci Andy.
Merci. Merci Erwan. À lundi. Merci à tous. Et à lundi. À lundi. Allez les Salut. filles, allez les filles. Allez les toujours. filles à fond, allez les Toujours filles à fond, bien sûr, toujours. It's a lot of hard work, it's a lot of sweat and tears behind the scenes, teams over. We have some exciting